Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 août 2022. Aujourd'hui, je vous lis l'intégrale de cette petite brochure, donc ça ne sera pas trop long. Je vous montre à l'écran. d'Émile Vaillancourt. La France peut être heureuse sans Québec. Et ça a été publié chez Ducharme, Montréal, en 1938. Et c'est en fait un tiré à part, publié dans le numéro d'hiver de Queen's Quarterly, revue trimestrielle de l'Université Queen de Kingston, Ontario, et reproduit dans la presse canadienne. Un mot sur Émile Vaillancourt. Il a été ambassadeur du Canada après la guerre. Ambassadeur à Cuba et au Pérou, entre autres choses. Alors, pour faire évidemment partie du corps diplomatique canadien et représenter le Canada dans la plus haute fonction, il va sans dire qu'il fallait et qu'il faut encore offrir des gages au régime britannique. Et cette brochure est une apologie du régime britannique. Alors, un petit rappel des faits pour mes amis européens qui s'intéressent à la question québécoise, canadienne. Alors, la bataille des Plaines d'Abraham en septembre 1759 n'a pas tout à fait scellé le sort de l'Amérique française, de la Nouvelle-France. Mais ça n'aura pas tardé, car en 1760, la guerre des 7 jours prenait fin. Et en 1763, la France a cédé le Canada à l'Empire britannique. Et cette victoire, paradoxalement, a fait de telle sorte que ça, on est en 1763, ça a insufflé un souffle nouveau aux partisans de l'indépendance américaine. 1776, l'indépendance américaine. Et une partie non négligeable de ceux qui ont été loyaux à la couronne britannique sont venus s'installer au Canada, au Québec, en particulier dans les Eastern Townships, ou si vous préférez, les cantons de l'Est. Ils ont en quelque sorte colonisé une région assez importante du Québec. Et leur présence assez loyaliste britannique, elle est visible par la façon dont les terres ont été découpées. Elle est également visible par l'architecture et par la présence nombreuse d'églises protestantes. Alors c'est assez étonnant si parmi vous, amis européens, avez eu l'occasion de visiter les cantons de l'Est. On ressent une certaine proximité avec la Nouvelle-Angleterre, par exemple. Et beaucoup de ces loyalistes britanniques provenaient de la Nouvelle-Angleterre. En 1789, c'est la Révolution française. 13 ans après celle des Américains. Mais, encore là, paradoxalement, les Américains, tout en la soutenant, avaient également des réserves dont la manière que la France était dirigée dans l'Ancien Régime, abus des privilèges, mauvaise économie, corruption à peu près généralisée. Alors la jeune République américaine, tout en souhaitant cette révolution, et tout en l'appuyant d'une certaine manière, était parfois horrifiée par les exactions commises par les révolutionnaires français. Surtout quand la terreur, en fait, a commencé. Et en particulier l'année 1792, comme vous le savez, qui a été riche en abominations.
Les Britanniques, qui avaient quand même conquis le Canada, ont évidemment été, eux aussi, encore davantage même, horrifiés par le comportement des révolutionnaires français. Et lorsqu'ils ont conquis le Canada, ils ont proposé à la majorité française, la majorité d'origine française, certains étaient devenus des Canadiens, le terme ancien de Canadiens, d'assurer la protection de le régime civique, civil, la langue française et la religion. Que la monarchie britannique veillerait à ce que ces trois caractéristiques de la Nouvelle-France soient protégées par la monarchie. Tant et si bien que cela a fait dire à des intellectuels, et cette assertion est peut-être tout à fait contestée, qu'au fond, les Canadiens français sont passés d'un régime monarchique français à un autre régime monarchique, cette fois-ci britannique. Et c'est resté dans les esprits, cette dualité. Nous sommes encore symboliquement dans une constitution britannique. Notre système parlementaire est d'inspiration britannique. Nous appartenons également au reste de l'Empire britannique que nous appelons le Commonwealth. Et et les Québécois, aujourd'hui, se sont accommodés, je dirais, de cette manière d'élire les politiciens, par exemple. C'est tout à fait différent de ce qui se passe en France, par exemple. Pour un observateur québécois, la façon dont les élections françaises se jouent, avec 2 tours, avec le président qui est élu au premier tour, et après la députation, les ministres qui sont élus au 2e tour des législatives, pour nous, c'est un peu étonnant. Et tant et si bien que ce système, aussi, français, fait de telle sorte, on l'a vu à quelques reprises, qu'au premier tour, un président peut obtenir une majorité écrasante et se voir au 2e tour obligé de cohabiter avec l'opposition ou avec une députation très faible. Et tandis qu'au Québec, ça peut arriver lorsqu'un gouvernement minoritaire est élu. Et généralement, les gouvernements, et au Canada, et généralement, la durée de vie d'un gouvernement minoritaire, c'est 18 mois avant d'être renversé par l'opposition qui va se fédérer, tout simplement pour faire de telle sorte qu'il y ait de nouvelles élections. Alors voilà, quelques mises au point pour vous contextualiser cette étonnante brochure « La France peut être heureuse sans Québec ». Monsieur Pierre Hampe, journaliste français bien connu, au cours d'une visite qu'il me fit l'an dernier, me posa la question suivante. « Cher monsieur, auriez-vous l'obligeance de m'expliquer les raisons qui ont motivé le changement d'allégeance des Canadiens français en 1760 de la couronne de France à celle d'Angleterre d'une manière si brusque et si complète, j'avoue n'y rien comprendre. » Avant de faire connaître la substance de la réponse que je fis à mon interlocuteur, je tiens à déclarer que si j'entends au cours de mes explications adresser un reproche à la France, il ne s'agit nullement ici de la réplique de M. Chautemps ou de M. Blum, et encore moins de leur gouvernement. Ce que j'entendrai par France, c'est le pays qui était vraiment le nôtre, le mien, c'est-à-dire celui de ma famille avant 1760. En un mot, je me reconnais le droit indiscutable
de critiquer le gouvernement de Louis XV, roi de France, tout comme s'il s'agissait de ceux des Georges, des Guillaume, des Victoria et des Édouard, souverains d'Angleterre. Ayant pris cette précaution jugée nécessaire, voici en somme ce que je répondis aux journalistes parisiens. Vous n'ignorez pas, cher monsieur, que Louis XV était déterminé à conserver et à défendre la colonie du Canada par tous les moyens possibles. Les chambres de commerce de France avaient clairement exprimé un sentiment identique et même la Favorite avait engagé 2 millions à prendre sur sa dot pour armer les troupes afin de les mettre en état de défendre la Nouvelle-France. Cependant, la mentalité du peuple de France, qui s'acheminait rapidement vers la Révolution, avait subi l'influence pernicieuse des Diderot, des d'Alembert, des Montesquieu, des Rousseau et des Voltaire. Le roi pensait d'une manière et le peuple de l'autre. La doctrine des encyclopédistes, qui avaient la haine de la tradition, finit par gagner les ministres qui, à leur tour, obligèrent leur souverain à donner le commandement. Lâchez tout. Comment pouvait-il en être autrement? Vous pourrez vous en rendre compte en lisant les lignes suivantes écrites il y a 4 ans par l'éminent historien Pierre Gaxotte. Ces prétendus novateurs ont absolument méconnu la grande poussée coloniale qui était le fait dominant de leur siècle. Ils n'en ont compris ni la raison, ni la puissance. Ils ont, de toute leur force, entravé l'expansion française. Ils en ont nié la grandeur et la nécessité. Ils ont sans arrêt déprécié les colons, calomnié les colons, et ridiculisé leurs efforts et travesti leurs œuvres en une pitoyable bouffonnerie. Montesquieu n'a-t-il pas écrit « L'effet ordinaire des colonies est d'affaiblir les pays d'où on les tire, sans peupler ceux où on les envoie. Il faut que les hommes restent où ils sont. Lorsque nous sommes transportés dans un autre pays, nous devenons malades. Que ces colonies réussiraient au lieu d'augmenter la puissance, elles ne feraient que la partager. On peut comparer les empires à un arbre dont les branches trop étendues ôtent tout le sucre du tronc et ne servent qu'à faire de l'ombrage. Et Bernardin de Saint-Pierre, je croirais avoir rendu service à ma patrie si j'empêche un seul honnête homme d'en sortir. Voltaire décrit le Canada comme un pays couvert de neige et de glace, habité par des barbares, des ours et des castors. Les dépenses de la guerre pour conserver ce pays coûtent plus qu'il ne vaudra jamais. Je voudrais que le Canada fût au fond de la mer glaciale. La France peut être heureuse sans Québec. Rousseau, de même que Diderot, réprouve la colonisation. Évidemment, le Canada est l'épouvantail de la République des lettres. C'était une terre sans valeur et sans avenir. Or, comme le roi ne gouvernait pas seul, force lui fut, sous la pression de son peuple et de ses ministres, d'abandonner le Canada. Bougainville, l'un des derniers défenseurs, pressait le ministre Berryer d'envoyer des secours en hommes et en argent pour conserver
la Nouvelle-France. Il s'attira une rebuffade. Quand la maison est en feu, on ne s'occupe pas des écuries. Et Bougainville de répondre, au moins, monsieur le ministre, on ne dira pas que vous avez parlé comme un cheval. De ce côté-ci de l'eau, la situation se gâtait pareillement. Le marquis de Montcalm, français de France, boudait le marquis de Vaudreuil, canadien de naissance. L'intendant Bigot, une fripouille, s'enrichissait en volant sur les fournitures. Les officiers des régiments de France méprisaient ouvertement les officiers des milices canadiennes. Et M. Pierre Gaxotte de conclure, le peuple souffrait bien dans son orgueil d'avoir été vaincu. Il accusait le gouvernement, la cour, les généraux, la favorite. Mais le sort du Canada le laissait indifférent. Sans faire rire, le duc de Choiseul peut se vanter d'avoir bien attrapé les Anglais en leur abandonnant le Canada. Il eut même à Paris des réjouissances publiques pour célébrer la cession du Canada. Et alors, comme il fallait s'y attendre, les Canadiens furent lâchement abandonnés sur la banquise de Voltaire, sans que jamais la France s'occupât de l'exécution des clauses du traité de cession. En faut-il davantage pour convaincre mes lecteurs que le changement d'allégeance des Canadiens se fit sans heurte, pour ne pas dire avec allégresse, et qu'il ne s'agit pas d'une conquête, mais bel et bien d'une cession. Inquiets au début, les Canadiens furent vite rassurés par une proclamation du roi d'Angleterre qui leur garantissait le libre usage de leur langue et de leurs lois civiles, ainsi que la pratique de leur religion. Leur fidélité à la couronne britannique, ils eurent maintes fois l'occasion de le prouver, car on peut affirmer sans crainte de se tromper que si le Canada est aujourd'hui britannique, c'est qu'il était français. C'est du reste ce que vient de démontrer clairement l'écrivain contemporain, M. Henri de Montfred, dans l'un de ses derniers livres, Les guerriers de l'Ogaden. Le marquis de Lafayette, par l'entremise de ses quartiers généraux des États-Unis, avait lancé une invitation directe aux Canadiens français en leur demandant de profiter de la Révolution américaine pour reconquérir leur liberté. Son appel demeura sans réponse, tout comme celui que leur avaient adressé Franklin, Chase et Carroll lorsqu'ils vinrent à Montréal en 1776 pour le même motif. La Révolution de 1837, comme plusieurs se l'imaginent, n'était pas un soulèvement pour défendre la langue et la religion qui n'étaient pas en danger. La participation de Nelson, de Brown et d'autres anglo-protestants est suffisante pour le prouver. Ce fut une insurrection, non pas contre la couronne d'Angleterre, mais contre son représentant, dont la conduite indigne était la négation la plus ignoble de l'axiome politique bien connu, pas de taxation sans représentation. Les héros de 1837 furent vaincus sur l'échafaud, mais ils sont vainqueurs dans l'histoire. Peu de temps après leur exécution, la reine Victoria accorda au Canada un gouvernement à responsabilité ministérielle. André Mauroy écrit que ce furent les Canadiens français qui fondèrent, il y a 100 ans, non seulement le premier Dominion, mais le British Commonwealth of Nations. Il me semble que ce glorieux anniversaire aurait valu la peine que notre gouvernement le célébrât avec éclat. Cependant, il faut se réjouir de la déclaration faite le 12 octobre dernier à Montréal par son Excellence le baron Tweedsmuir à la réunion annuelle de la Canadian Institute of International Affairs.
Voilà quiconque pense en une certaine mesure l'oubli inexplicable de notre gouvernement. Quelle différence entre les discours de Dalhousie, de Gosford et d'un Durham avec celui d'un Tweedsmuir. Les paroles de notre vice-roi ne sont-elles pas l'aboutissement logique de la doctrine établie par les patriotes de 1837 et reprise en 1909 par feu Oliver Asselin, le précurseur du statut de Westminster, le prophète du Commonwealth, lorsqu'il définit la doctrine nationaliste. Si les temps ont changé, à qui faut-il en attribuer la cause, sinon aux Canadiens français? Ma grande franchise offensera peut-être certains de mes lecteurs. Mais si la narration de ces faits historiques, d'une authenticité incontestable et cruelle, elle l'est à la façon des chirurgiens. Lorsque sa sainteté Léon XIII ouvrit au grand public les portes des dépôts d'archives du Vatican, n'écrivait-il pas au cardinal Gasquet qu'il fallait à tout prix, lorsqu'on écrivait l'histoire, s'efforcer de faire connaître toute la vérité? Méthode qui avait des tendances à l'affaiblissement, à tel point que si les évangiles étaient écrits de nos jours, on passerait sous silence le reniement de Saint-Pierre et la trahison de Judas pour ne pas offenser la dignité des apôtres. Malgré tout, le Canada est aujourd'hui le centre de langue française le plus important en dehors de la France et Montréal la deuxième ville française du monde. Tous les ans, nous saluons avec reconnaissance dans le Québec la présence des étudiants qui nous viennent des autres provinces et des États-Unis pour apprendre le français. Voilà un démenti formel à la légende qui veut que les Canadiens parlent un dialecte ou un patois. Si d'un côté nous avons brisé pour toujours les liens politiques qui nous unissaient à la France, d'un autre côté nous avons su renouer, lorsque la chose était possible, les relations intellectuelles. Je vais vous passer ce long passage écrit en anglais pour vous éviter d'écorcher vos oreilles avec mon accent un peu trop présent. Vous allez comprendre de toute façon. Cependant, les drapeaux tricolores que l'on arbore un peu partout dans la province de Québec, les jours de fête, semblent contredire ce que je viens d'annoncer. Que l'on se rassure, la pensée de fonder une république française sur les bords du Saint-Laurent n'est pas celle de mes compatriotes. Et ce serait mal les juger que se fier à cette apparence locale sans chercher à en comprendre la cause. Voici l'origine de cette habitude. En 1842, un Suisse protestant nommé Aubin proposa à l'Assemblée générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec d'adopter le tricolore comme emblème du Canada français. Sa proposition fut rejetée. Les Canadiens français n'en voulaient à aucun prix. 12 ans plus tard, en 1854, l'Empire britannique tout entier célébrait à 3 reprises différentes les victoires d'Alma, Balaklava et Inkerman, épisodes de la guerre de Crimée, remportés par les armées alliées de l'Angleterre et de la France. Dans tout l'univers anglais, on vit l'Union Jack et le drac tricolore arborés côte à côte et les initiales V et N, ceux de la reine Victoria et de l'empereur Napoléon III, entrelacés au-dessus des noms de Simpson et Pélissier, les généraux vainqueurs. La même année, la compagnie de navigation Allen, dont le siège social était à Montréal, adopta le tricolore comme pavillon. On conserve encore, au château de Ramsay à Montréal, l'un de ces motifs dont je viens de décrire la composition, lequel servait à décorer les fenêtres de la Banque de Montréal pour célébrer la prise de Sébastopol en 1855.
L'entente cordiale entre l'Angleterre et la France continua ainsi jusqu'en 1870. En 1855, l'amirauté britannique permit à une frégate française, la Capricieuse, de remonter le Saint-Laurent jusqu'au port de Québec pour souhaiter la bienvenue la population de langue anglaise comme de langue française arbora les drapeaux tricolores de l'année précédente. Inutile de dire que le cœur du peuple canadien-français fut profondément touché. C'était la première fois en 95 ans qu'un navire de guerre français faisait son apparition au Canada. Et naturellement, le sentiment s'en mêla. Comment pouvait-il en être autrement? Voilà comment il se fait que le drapeau de la Révolution française, introduit par les Anglais, plutôt que l'étendard fleur-de-lysée, continue à être arboré au Canada. C'était à l'origine non pas une question politique, mais purement sentimentale. Il ne s'agit plus maintenant qu'une habitude presque inconsciente. On aura compris que cette habitude-là, a complètement disparu. Et le fleur-de-lysée, symbole monarchique, a été adopté sous le régime de Maurice Duplessis. Et aujourd'hui, le fleur-de-lysée est l'emblème national des Québécois. Et ça pourra en étonner quelques-uns à nouveau, de voir que d'une certaine manière, symboliquement du moins, une partie importante du peuple québécois, inconsciemment, adhère à un symbole monarchique. Je vais conclure là-dessus. Nous ne pouvons pas raisonnablement compter sur l'appui de la France politique pour nous aider à maintenir notre identité comme race. Après tout, nous n'avons pas besoin de cet encouragement officiel. Notre devoir est de compter sur nos propres efforts et sur l'esprit éclairé de nos compatriotes de langue anglaise qui savent bien, eux, par les leçons de l'histoire, de même que par la conduite actuelle des nôtres, que tant qu'il y aura une population canadienne-française ici, le Canada devenu puissance internationale demeurera vraiment canadien et qu'ainsi s'accomplira la prophétie de Sir Étienne Pascal Taché, lequel au Parlement de 1846 déclara aux représentants du peuple que si un jour la souveraineté britannique venait à disparaître de l'Amérique du Nord, le dernier canon qui serait tiré pour son maintien le serait par un Canadien français. Envoi. Le français écrit M. Pierre Bonnardy exige volontiers que l'univers ne forme devant la France qu'un vaste syndicat d'admiration. Si tel était le cas, le Canadien français refuse de se soumettre à cette exigence. Il considérera toujours le français comme son égal et refusera d'assumer envers lui le rôle d'inférieur, de parent pauvre encombrant ou même de chien errant. En un mot, il s'attend de sa part au respect et au traitement que le Canadien français reçoit du peuple d'Angleterre et de ses compatriotes de langue anglaise. On est encore à se demander la raison pour laquelle, lors des fêtes du 4e centenaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier, la délégation officielle de la France a décerné la dernière classe d'une décoration coloniale nègre au recteur de l'Université de Montréal, non seulement la plus grande université uniquement de langue française au Canada, mais du monde entier en dehors de la France, alors que la croix d'officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur fut épinglée sur la poitrine du représentant des universités de langue anglaise du Canada. Hélas,
Il ne s'agit là que d'une des nombreuses occasions qui ont attiré l'attention de nos compatriotes de langue anglaise, lesquels méprisent souverainement la civilité, sur le manque de tact et de discernement de la France officielle à l'égard de leurs compatriotes de langue française, auxquels le pays doit de si grands avantages. Que devons-nous penser, par exemple, de ce consul de France qui, il y a quelques années, à la veille de quitter notre ville, en fin de terme, écoula chez des libraires d'occasion une collection de volumes autographiés que lui avaient adressés des auteurs canadiens-français avec leurs hommages les plus chaleureux et les plus sincères, sans doute. Le Canada français est la minorité politique la plus importante du Commonwealth britannique et le trait d'union logique entre l'Angleterre et la France. Conscient ou non, le gouvernement français semble l'ignorer. Sa conduite à l'égard des nôtres a fini par amoindrir leur amitié, qui, pourtant, eût été extrêmement profitable aux deux. Près de 2 siècles se sont écoulés depuis la cession de notre pays, c'est-à-dire depuis le moment où nous avons cessé d'être des coloniaux français, et plus d'1 siècle depuis la Révolution de 1837, l'année de notre affranchissement du joug colonial britannique. La France, évidemment, ne se souvient plus. Beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Je vous remercie d'être avec moi. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est un diplomate qui l'a écrit, un diplomate en fonction de surcroît, qui était en poste. On reconnaît là la pensée fédéraliste dans toute sa candeur, C'était l'époque où il y avait peut-être des fédéralistes aussi, j'allais dire vraiment sincères. C'est peut-être pas le bon terme. On y reviendra. À demain.